Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Cette phrase illustre parfaitement le business des plateformes du numérique. Vous avez un service, de l'information, gratuitement, mais en retour, la plateforme, le marchand de pelle, on dirait, au temps de la ruée vers l'or, dispose de tout votre capital, c'est-à-dire vos données personnelles, vos réflexions, vos contenus, et en plus souvent, vous ne vous en rendez même pas compte. Anna Lombert, vous êtes philosophe, Gaël Giraud, vous êtes économiste et prêtre jésuite. Vous êtes en train d'écrire un livre sur ce sujet, dont le titre est Le capital que je ne suis pas. Alors déjà, pourquoi un tel ouvrage à quatre mains? Anne? Eh bien, je pense qu'en fait, le but de cet ouvrage, c'était justement de croiser un petit peu les réflexions sur l'économie de Gaël avec les réflexions que moi, je pouvais avoir sur les nouvelles technologies numériques et les transformations économiques et sociétales, politiques qu'elles induisent. Il se trouve aussi que on travaillait par ailleurs sur des questions des questions, on va dire, de modèles économiques d'avenir qui pouvaient se croiser. Les communs du côté de Gaël, la contribution de mon côté, que j'avais travaillé avec le philosophe Bernard Stiegler, et qu'on avait envie, enfin en tout cas c'était mon envie, de confronter un peu ces perspectives pour voir si elles pouvaient s'articuler et si elles pouvaient constituer des voies alternatives par rapport aux problèmes que posent les plateformes numériques aujourd'hui, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et aussi d'un point de vue anthropologique plus généralement. Donc je crois que c'était un peu ça le but de cet ouvrage et de cette rencontre. Alors on va reprendre, on va faire comme un philosophe ou comme un professeur de philosophie, on va reprendre le titre, Le capital que je ne suis pas. Donc on va dire qu'il y a le capital côté économique et puis il y a le que je ne suis pas qui sans doute fait référence à, je pense, donc je suis. Ah, ça c'est intéressant. Alors je peux commencer si vous voulez, puis je laisserai Anne répondre pour la question de à quoi le capital que je ne suis pas fait référence. En fait, c'est une autre manière de répondre à la première question que vous avez posée, de dire la même chose que ce qu'a dit Anne, mais autrement. En fait, on a travaillé ensemble et réfléchi au printemps dernier. Et puis à l'été, on s'est rendu compte qu'on avait une thèse fondamentale qui était ce que vous avez dit très rapidement, si c'est gratuit, si vous le produit. Ou plus précisément, il y a quelque chose de neuf qui est en train d'advenir avec les plateformes numériques contemporaines et la diffusion massive de l'intelligence artificielle, qui est que cette fois-ci, c'est nous le capital. C'est-à-dire c'est nous, les utilisateurs ou les usagers, qui sommes la source de profit des entreprises propriétaires des plateformes numériques ou les entreprises propriétaires de l'algorithme qui est caché derrière le chatbot du type ChatGPT, par exemple. Bon. Et donc, on a réfléchi ensemble avec Anne à qu'est-ce que ça veut dire à la fois du point de vue philosophique, comme rapport à la technique, rapport au monde, Anne va y revenir, et puis qu'est-ce que c'est que ce nouveau modèle économique. Et là, sur cette question-là, je crois qu'on a été stimulé par une réflexion d'un autre économiste, Yanis Varoufakis, qui lui a une thèse complètement différente, qui est que les plateformes numériques nous font sortir du capitalisme, parce qu'elles seraient en fait la mise en œuvre d'un business model, d'un modèle d'affaires dans lequel, au fond, ce qui compte désormais, c'est la rente, c'est-à-dire que le propriétaire de la plateforme numérique nous livre une plateforme dans laquelle nous nous sommes installés, un petit peu comme le propriétaire terrien au Moyen-Âge livrait à ses serfs la terre, et puis à nous de la faire fructifier. Et nous n'avons pas d'autre échappatoire possible que de faire fructifier la terre ou la plateforme proposée par l'entreprise. Voilà. Et en fait, le diagnostic que nous posons avec Anne est vraiment différent. C'est une manière de dire non, non, non. Ce modèle d'affaires-là ne nous fait pas sortir du capitalisme, à condition de s'entendre sur ce que ça signifie, mais au contraire est un approfondissement d'une logique qui est déjà à l'œuvre depuis au moins 6 siècles, qu'on a baptisée la capitalisation. Et du coup, la réponse du philosophe ou de l'anthropologue et puis du théologien, c'est de dire, eh bien, peut-être qu'en fait, c'est une question de survie pour nous que de dire non, moi, je ne suis pas le capital que vous êtes en train d'essayer de me faire devenir. Voilà. Alors peut-être un mot avant de céder la parole à Anne sur qu'est-ce que c'est que la capitalisation. C'est une opération symbolique, économique, politique, qui consiste à décider que désormais, telle ressource, à la fois, ça peut être une ressource matérielle, un champ ou une forêt, ou une ressource symbolique, la culture, un livre, une œuvre d'art, va devenir un stock. Ça n'est plus un flux, c'est un stock. Et la valeur de ce stock, dans l'opération de capitalisation, nous décidons qu'elle est exactement égale à la somme
actualisée de tous les flux de profits futurs que ce stock va permettre de dégager. Donc ça, c'est une opération qui paraît anodine aujourd'hui, parce qu'elle est omniprésente dans toute la finance, dans la comptabilité, dans l'essentiel des raisonnements que les économistes mainstream peuvent avoir à peu près à tout sujet. Et en réalité, elle est extrêmement étrange si vous y réfléchissez. Prenons l'exemple d'une forêt. Est-ce qu'une forêt, c'est un stock? Si vous interrogez n'importe quel biologiste, ingénieur agro, il va vous dire non. Une forêt, c'est un écosystème de flux alimenté fondamentalement par l'énergie solaire, la lumière, et via la photosynthèse qui produit de la biomasse. Et cette biomasse alimente une structure dissipative qui, grâce à l'énergie et à la matière qu'elle métabolise, permet à la fois de dégager de l'oxygène, de produire du carbone, etc. etc. On dit aussi que c'est un stock de carbone. Voilà, alors l'opération de capitalisation que mettent en œuvre des forestiers allemands, par exemple, au XVIIIe siècle et au XIXe, c'est de dire « Ah, mais une forêt, en réalité, c'est un stock de bois qui va se renouveler spontanément chaque année, et donc sa valeur, c'est la quantité de quintaux de bois qu'on va être capable d'en tirer tous les ans à perpétuité. » Voilà. Alors, pourvu qu'on ait un moyen de calculer combien vaut aujourd'hui le quintot de bois qu'on aura dans 15 ans, eh bien, je sais établir la valeur de ce capital. Voilà. Et c'est ça l'opération de capitalisation. Et donc la thèse que nous défendons dans le livre, c'est que les plateformes numériques d'aujourd'hui, et c'est renforcé, cette logique est renforcée par l'usage de l'intelligence artificielle, de la dite intelligence artificielle, ces plateformes numériques nous utilisent, nous, comme capital. D'où la réponse qui est non, je ne suis pas ce capital-là. Donc ce n'est pas je pense, donc, ou je ne pense pas, donc je ne suis pas. Si, c'est aussi cela. Donc simplement pour repartir sur ce que vient de dire Gaël, puis je vais faire le lien ensuite avec les enjeux un peu philosophiques de ce titre. Donc effectivement, le point, c'est de dire que une fois définie cette opération de capitalisation comme la transformation d'un flux en un stock qui va pouvoir être du coup approprié, accumulé, puis marchandisé pour générer du profit, eh bien, on se rend compte, quand on regarde l'époque actuelle du capitalisme, que c'est ce qui a lieu à travers justement donc les activités de ces plateformes numériques, puisque nos comportements, nos interactions, nos relations sociales, qui sont des flux temporels, voilà, vous agissez, vous vivez, vous vous comportez, vous vous liez à certaines personnes, tout ça, ça se fait dans le temps. Eh bien, tous ces flux d'activités sont en fait convertis sous forme de stock à travers des données numériques qui vont être collectées, appropriées et revendues, si vous voulez. Et donc, tout votre temps d'existence, d'une certaine manière, va devenir une ressource, un capital pour des entreprises privées qui vont essayer aussi de rendre toutes ces activités le plus probable et le plus calculable possible en vous suggérant les comportements, les contenus appropriés. Donc l'idée, c'était de caractériser un petit peu cette époque du capitalisme numérique ou du capitalisme computationnel à partir de cette opération de capitalisation. Ensuite, ce titre spécifique, il fait référence à un texte d'un philosophe beaucoup plus contemporain que Descartes, qui s'appelle Jacques Derrida, qui lui-même faisait référence à Descartes, dans un livre qui s'intitule « L'animal que donc je suis », pardon, excusez-moi, parce que je les mélange. Et en fait, je ne vais pas du tout résumer le livre ici, mais c'est une référence, ce titre de Derrida, à Descartes, je pense donc je suis. Mais qu'est-ce que veut dire Derrida dans ce livre? En fait, il veut il cherche à montrer que à partir de Descartes, la philosophie, d'une certaine manière, les différents courants philosophiques sont restés dans une forme de dualisme. Bon, je raccourcis un peu la pensée de Derrida, mais c'est-à-dire d'opposition entre, d'un côté, la pensée, l'âme, et de l'autre, le corps, entre l'intelligible, le sensible. Et l'intellectuel, le manuel, etc. On retrouve ces oppositions un peu partout, en réalité, même dans le langage courant. Et l'idée de Derrida, c'était de dire que finalement, quand on reste dans ces oppositions-là, en fait, on isole ce qui relève de la pensée, de l'intelligible, de la signification, de ce qui relève du corps, du sensible, de la matière, si vous voulez. Or, quand vous regardez un petit peu les fondements de l'informatique théorique, vous vous rendez compte que cette science de l'informatique repose sur une distinction analogue, à savoir la distinction entre l'information d'un côté et le support de l'autre, le logiciel d'un côté et le matériel de l'autre. Autrement dit, on reste dans les technosciences contemporaines, dans ces oppositions métaphysiques entre l'âme et le corps, entre la forme et la matière, entre l'information et le support.
Et sous couvert de scientificité, d'objectivité, etc., on croit s'être débarrassé en fait de tous les dualismes métaphysiques, mais on les retrouve à l'œuvre dans les discours transhumanistes contemporains qui nous promettent que nous allons télécharger notre pensée, notre esprit sur des supports matériels et puis survivre, etc., etc. En fait, ce que soutient Derrida, c'est que tous ces dualismes reposent sur une dissociation entre la pensée et le corps et sur le déni du fait que nous ne pensons que parce que nous sommes des êtres incarnés, des êtres désirants aussi, et que c'est précisément la raison pour laquelle il n'y a aucun sens à attribuer la pensée, la conscience ou l'intelligence à des dispositifs de calcul algorithmique. Vous voyez? Donc l'idée, c'était Donc, un le mot peu... intelligence artificielle est une expression très mauvaise. Oui, une expression complètement trompeuse qui a pour fonction de nous leurrer en nous influençant et en nous incitant à anthropomorphiser des dispositifs techniques, technologiques, numériques, computationnels. Et tant que nous les anthropomorphisons, c'est-à-dire tant que nous leur attribuons des propriétés ou des capacités humaines, eh bien, nous nous empêchons de questionner ce qu'ils font aux humains, ce qu'ils font à nos capacités mentales, psychiques, intellectuelles. Et donc, moi, je crois que c'est un petit peu ce qu'on suggère dans l'introduction et dans la conclusion du livre, que ces discours-là ont pour vocation, en fait, à nous masquer les véritables enjeux qui sont derrière ces développements technologiques et industriels contemporains. Alors, l'histoire du capital et de l'humain, en fait, c'est une expression qui n'est pas liée au numérique parce qu'on parle de capital humain dans le monde des ressources humaines, dans le management. C'est-à-dire qu'on dit aux chefs d'entreprise, votre capital, c'est l'humain, notamment dans le tertiaire et dans les prestations intellectuelles. Donc finalement, est-ce que l'humain est un capital et est-ce qu'il pourrait être un capital, puisque là, on apprend avec les RH à l'entretenir, à y faire attention. Ben, à l'origine, si vous voulez, on pourrait dire l'esclavagisme est construit sur l'idée que l'humain peut être du capital. Au sens où les esclaves, par exemple dans la comptabilité des colonies esclavagistes au XVIIIe et au XIXe siècle, sont comptabilisés exactement comme des meubles. C'est du capital, un esclave. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'on l'achète à un prix et on sait qu'il va nous rapporter voilà. ensuite. Ben, on l'achète au prix dont on pense qu'il est égal à la somme actualisée des profits futurs qu'il va pouvoir dégager. Donc il y a cette idée-là qui hante en fait notre économie occidentale depuis des siècles, hein, qui est, oui, on est capable de traiter un humain comme du capital, et ça veut dire en fait le transformer en esclave. Voilà. Alors après, ce qui se passe avec le concept de capital humain, essentiellement chez un économiste américain qui s'appelle Gary Becker, dans les années 50, c'est l'idée que, en fait, l'opposition classique entre le capital et le travail est factice, parce qu'en réalité, même le travail, c'est du capital. L'humain est encore du capital. Voilà. Et ça, d'une certaine manière, la lecture que nous en faisons dans le livre, c'est de dire, c'est un approfondissement de cette logique de capitalisation qui, pour nous, est en fait le secret du capitalisme. Il y a au moins parmi les économistes une dizaine de définitions possibles et contradictoires d'ailleurs du capitalisme. Il y a celle de Marx, il y a celle des économistes néolibéraux, etc. Et celle que nous proposons, nous, c'est de dire, au fond, une société est capitaliste à partir du moment où la logique de capitalisation commence à devenir dominante. Donc il n'y a pas une période, enfin, on passe pas d'une société féodale à une société capitaliste du lundi au mardi, et on ne sort pas du capitalisme du mardi au mercredi. C'est des transformations, c'est des plaques tectoniques, si vous voulez, c'est très lent, ça s'opère sur des siècles, mais aujourd'hui, force est de constater que cette logique de capitalisation est dominante, et que avec ces diagnostics que nous posons, elle est en train maintenant d'atteindre une étape supplémentaire, nouvelle, inédite, qui est de transformer l'usager d'un certain nombre de services numériques en du capital. Voilà, c'est ça en fait la nouveauté. Et c'est en cela que, je crois, notre thèse à nous se distingue vraiment de celle de Yanis Varoufakis. Alors, j'ajoute un mot, parce que Anne y a fait allusion. Pour que ça marche, d'une certaine manière, cette opération-là, ça veut dire qu'il faut que nos comportements deviennent prévisibles, autant que possible. Pourquoi ? Parce que, je le redis, le capital, c'est un stock dont on peut anticiper à l'avance le flux des revenus futurs, des profits futurs, qu'on est capable d'actualiser en euros d'aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir prévoir ce que va faire ce stock. Donc, vous et moi qui devenons du stock d'informations, il faut que notre comportement devienne prévisible. Alors, ça a des conséquences anthropologiques majeures, j'imagine qu'Anne va y revenir, mais vous voyez que c'est là que toute la politique des nudges, des petites incitations pour que vous pensiez de telle ou telle manière ou que vous choisissiez telle musique, etc., tout ça, c'est aussi destiné à rendre votre comportement prévisible pour que vous soyez vraiment du capital. Voyez. Et donc, c'est aussi une autre thèse qu'on défend dans le livre.
Cette logique-là ressemble beaucoup, à s'y méprendre, à celle qu'on observe sur les marchés financiers. C'est-à-dire, ça devient de la prophétie autoréalisatrice. Hein, donc, je dis ça rapidement. Sur les marchés financiers, vous avez ce qu'on appelle classiquement des taches solaires. C'est-à-dire que vous avez un groupe, par exemple, d'investisseurs ou de traders qui se convainquent, à tort ou à raison, peu importe, que, par exemple, je dis n'importe quoi, le yen va baisser contre le dollar. Bon, ce qui se passe que les taux d'intérêt vont baisser. Ou que les taux d'intérêt vont baisser, voilà, peu importe. Alors, les taux d'intérêt, c'est encore autre chose, mais après, on rentre dans la technique. Mais disons, je préfère mon exemple de yen et du dollar, vous verrez pourquoi dans un instant. Et donc, si tout le monde, enfin, si une masse critique de traders en sont convaincus, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre le yen pour éviter de perdre de l'argent. En vendant le yen massivement, ils vont effectivement provoquer la baisse du cours du yen. Et donc, la prophétie devient autoréalisatrice. Bon. Sur les plateformes numériques, il se passe quelque chose d'analogue, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'influenceurs, avec 40 guillemets, qui sont en réalité là pour dicter à une partie de la population, des usagers que nous sommes, ce qu'il faut penser, comment il faut s'habiller, quel est le dernier truc à la mode, etc. Et en fait, ça permet de rendre prévisible le comportement de tous. Et donc, les algorithmes arrivent derrière pour faciliter cette espèce de ce grégarisme mimétique de tous vis-à-vis d'un tout petit nombre d'influenceurs. Voilà. Ça rend prévisible notre comportement et ça matérialise en fait notre transformation en capital. C'est intéressant parce que donc le capital humain n'est pas uniquement, ou l'homme en tant que capital n'est pas uniquement sa connaissance, son savoir, j'allais dire presque son intelligence, c'est aussi son comportement et ce qu'il deviendra demain. Oui, d'une certaine manière, avec ces plateformes-là, c'est plus seulement, on va dire, ses connaissances, ses savoirs, mais c'est en quelque sorte sa vie quotidienne qui devient une forme de capital. Alors après, évidemment, la vie quotidienne des humains, disons, est quand même constituée de savoirs. Mais vous voyez, pas forcément des savoirs au sens des connaissances, de contenu de connaissances, mais au sens des savoir-vivre, des savoir-être, des savoir-manger, des savoir-cuisiner, des savoirs aimer, etc., etc. Bon, savoir habiter. Donc, d'une certaine manière, ce sont bien toujours des savoirs qui vont être convertis sous forme de données et surtout qui vont être d'une certaine manière calculés et anticipés en permanence. Et c'est pour ça que c'est très problématique parce qu'en réalité, à travers tous ces savoirs, même les petits savoirs du quotidien, les différents groupes expriment d'une certaine manière leur singularité et leur caractère, on va dire, improbable en fait, leur capacité d'inventivité et de nouveauté. Et donc, quand tous ces savoirs du quotidien, quand cette vie quotidienne devient ce capital dont parlait Gaël, eh bien, d'une certaine manière, ce qui est menacé, c'est le renouvellement de ces savoirs, de ces savoir-vivre quotidiens et leur diversité aussi, donc leur évolution et leur diversité. Et pour revenir juste sur ce qui a été dit à l'instant, ces prophéties autoréalisatrices, ou on peut parler aussi de prédictions performatives, en fait, vous pouvez les constater quotidiennement aujourd'hui à travers le système de ce qu'on appelle les recommandations algorithmiques. Donc, c'est simplement le fait que l'algorithme va calculer sur la base de vos comportements passés les comportements les plus probables. Il va calculer ça sur la base effectivement de vos comportements passés à vous et puis des comportements passés de ceux qui ont des comportements proches des vôtres, similaires aux vôtres. Et à partir de là, l'algorithme va vous suggérer un contenu à regarder, un produit à acheter, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers ce processus, en fait, on a une prise de vitesse des attentes et des désirs singuliers des individus et des groupes qui sont court-circuités, en fait, non pas par d'autres attentes ou par d'autres désirs, mais par des calculs statistiques. Or, quel est le principe d'un calcul statistique? Gaël pourra peut-être revenir plus précisément là-dessus, mais c'est que le calcul statistique, c'est toujours un calcul qui renforce les moyennes, qui renforce les probabilités et qui élimine justement tout ce qui est nouveau, tout ce qui est singulier, tout ce qui est improbable. Et donc, si vous voulez dire le capital que je ne suis pas, pour nous, c'est aussi dire attention, cette transformation des savoirs quotidiens en capital prédictible on va dire, est performative et peut contribuer à réduire en fait nos savoirs singuliers, locaux et nouveaux à des comportements mimétiques standardisés et uniformisés. Et c'est ça en fait l'enjeu et le danger de ces plateformes. Oui, pour prendre un exemple,
Si ChatGPT avait existé à l'époque de Copernic, de Galilée, jamais nous ne nous serions convertis à une vision héliocentrée du système solaire. Nous serions tous en train de croire de nouveau que la Terre est au centre du système solaire. Puisque à l'époque où Copernic et Galilée défendent cette idée-là, c'est complètement neuf, c'est considéré comme complètement hétérodoxe, c'est de la fantaisie, etc. Bon, voilà. Et donc ChatGPT éliminerait ça immédiatement parce que c'est pas conforme à la moyenne. Ça me fait penser ce que vous êtes en train de dire à ce feuilleton des années 70, Le Prisonnier, où il hurlait « Je ne suis pas un numéro ». Et en fait, on est en train de devenir des numéros et des lignes de code numériques. Oui, tout à fait, oui. Oui, il y a une grammatisation, comme dirait Anne, de notre singularité, oui, tout à fait, qui est en train d'avoir lieu. Oui, c'est ça, oui. C'est ça l'enjeu. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin que ça, c'est un exemple qu'on donne dans le livre. On donne un exemple musical qui est supposé que vous alliez sur YouTube et puis vous aimez beaucoup, par exemple, les œuvres de Bach au piano, les variations Goldberg, par exemple, et puis donc vous avez l'habitude d'écouter les variations Goldberg au hasard. Bon, et donc YouTube vous recommande 5 ou 6 interprétations, notamment celle de Glenn Gould, évidemment, en particulier celle de 1981, que je recommande à tous ceux qui sont en train de regarder cette émission. Voilà. Et puis, supposez que la même personne, le même usager, bon, il a sa propre trajectoire esthético-métaphysique. Il aime aussi beaucoup la musique de Scriabine, Alexandre Scriabine, grand compositeur russe de la fin du 19e, très influencé par Chopin, romantique torturé, voilà, un peu mystique, bon. Et il aime la version par Samson-François, lui-même autre grand pianiste très romantique, français, bon, des années 50-60. Bon. A priori, c'est deux mondes, c'est deux univers esthétiques complètement différents. Et donc, aucun logiciel de recommandation ne va pouvoir de manière intelligente en un sens sensible, avec une intelligence esthétique minimale, réconcilier ces deux préférences musicales. Bon. Donc ce que va faire le logiciel, complètement désemparé, c'est vous recommander éventuellement les rares autres morceaux musicaux qui ont été écoutés par les 3 internautes sur la planète qui écoutent à la fois Glenn Gould jouant Bach et puis Samson-François jouant Scriabine. Il n'en existe quasiment pas. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Anne, en fait, le logiciel, tout ce qu'il peut faire, c'est des statistiques sur le passé. Et si vous êtes en fait en train d'inventer une nouvelle rencontre esthétique qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, ben, le logiciel est complètement désemparé. Alors la réponse, la vraie réponse en fait à cette rencontre improbable entre Bach et Scriabine, c'est ce qu'a fait Shostakovich, Dmitri Shostakovich, grand musicien de l'époque soviétique, qui écrit 24 préludes et fugues, qui sont à l'évidence une espèce de palimpseste des préludes et fugues de Bach, mais Shostakovich est lui-même complètement l'héritier de l'école de musicale de Pétersbourg, de Saint-Pétersbourg. Bon. Et donc de Scriabine, Rachmaninoff. Donc c'est une inspiration par sa culture. Exactement. Et donc Scriabine fait du neuf, quelque chose d'inédit, impossible à anticiper, et aucun logiciel de prétendue intelligence artificielle ne pourra jamais reproduire le geste d'interprétation, c'est un geste herméneutique, de la part de Shostakovich. Alors est-ce que ça veut dire que notre monde est en train de s'éteindre, en tout cas la pensée va se rabougrir? Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais ce qui est important de bien voir, c'est que l'enjeu, à travers les exemples qu'a donné Gaël, c'est de bien distinguer le calcul d'une part et l'interprétation d'autre part. Et de bien voir que les deux ne sont pas opposés. Parce que si vous voulez, vous avez besoin de calculer, c'est-à-dire vous avez besoin d'automatiser toutes sortes de choses pour pouvoir interpréter et produire du nouveau. Mais le risque, c'est toujours que le calcul vienne prendre de vitesse et court-circuiter les processus d'interprétation, si vous voulez. C'est ça l'enjeu. Et donc, si vous voulez, quand je dis calcul, on peut dire automatisme. Quand je dis interprétation, on peut dire désautomatisation. Nous sommes, en tant qu'êtres vivants et pensants, des êtres qui interprétons, en fait. Nous ne calculons pas, hein, même s'il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui, ou en tout cas de technoscientifiques, qui sont aussi des entrepreneurs, des industriels, qui tentent de nous convaincre que notre cerveau fonctionne comme une machine à calculer, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe et nous créons du sens, si vous voulez. Nous sommes dans le sens, nous ne sommes pas dans le calcul. Et donc, l'enjeu, c'est pas de condamner les technologies numériques, c'est simplement de se demander à chaque fois quelle est la part du calcul, quelle est la part de l'interprétation. Et par exemple, c'est très clair quand on compare à un dispositif comme ChatGPT, donc ce gros modèle de langage qui génère automatiquement des textes, et une plateforme comme Wikipédia. En fait, dans les deux cas, vous pouvez constater que
des technologies numériques dans les deux cas, il y a des algorithmes dans les deux cas, etc., etc. Mais la place les rapports entre calcul et interprétation ne sont pas du tout les mêmes dans les deux. Pourquoi? Parce que sur Wikipédia, vous avez une plateforme numérique qui sert à quoi? Qui sert à partager les interprétations diverses et variées de différents individus ou de différents groupes, qui vont ensuite entrer en débat, il va y avoir du conflit, des controverses, etc. Mais précisément, en raison de ces débats, de ces conflits et de ces controverses, on va avoir des savoirs qui vont non seulement être fiables et certifiés, parce qu'ils sont discutés par les pairs, certifiés par les pairs, donc ils peuvent créer de la confiance et du crédit du point de vue de ceux qui les lisent, de ceux qui les reçoivent, et en même temps, on va avoir des savoirs qui vont tendre à toujours se renouveler. Donc, même si effectivement il y a des mécanismes de censure, des mécanismes problématiques sur Wikipédia, comme dans tout dispositif, on va dire, institutionnel, collectif, etc. Mais les savoirs se renouvellent parce qu'en fait, la plateforme est ouverte à la diversité des contributions et au débat, à la discussion, à la délibération. Dans un dispositif comme ChatGPT, vous passez une commande à une machine qui va vous générer un texte sur la base de la probabilité de suite de signes. Donc, en fonction du début de votre demande, la machine va calculer, les algorithmes vont calculer les signes les plus probables qui suivent les signes que vous avez entrés dans l'interface. Et donc, le texte qui va être produit va être un texte produit uniquement sur la base des calculs, des moyennes et, on va dire, une sorte de texte statistique, en fait. Mais les processus d'interprétation, les processus de délibération sont court-circuités. Donc, vous avez à la fin un texte qui n'est ni vrai ni faux, mais qui, en tout cas, n'est pas fiable, n'est pas certifié et n'est pas le fruit, si vous voulez, d'une activité d'interprétation. Et là, ça pose toutes sortes de problèmes parce que, évidemment, comme ce sont des machines statistiques, tout ce qui est singulier, improbable, nouveau tend à être systémiquement éliminé et surtout, toutes ces activités interprétatives sont prises de vitesse par l'algorithme. Donc voilà, je pense que il faut, plutôt que d'opposer, si vous voulez, la machine à l'humain ou le numérique à la pensée, il faut vraiment se demander à chaque fois quels sont les rapports entre calcul et interprétation à travers ces différents dispositifs techniques, dont nous avons besoin aussi pour toutes sortes de raisons, hein, mais voilà. Sachant que les algorithmes sont conçus par des humains. Et d'ailleurs, même la base de connaissances de ChatGPT a été, j'allais dire, nettoyée par des êtres humains, hein, parce que l'intelligence artificielle fonctionne toujours de la même manière, avec au départ du in-out ou de ça marche pas. En tout cas, en contenu par rapport à des questions ou des réponses. Donc aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire que l'intelligence artificielle est bonne à jeter, c'est-à-dire que ça reste quand même... Enfin, l'homme a encore la main. Ah oui, oui, alors du point de vue des mathématiques, c'est très clair. En fait, d'abord, il y a encore plein de choses à comprendre, hein. Fondamentalement, du point de vue des maths, on ne comprend pas bien comment fonctionne l'intelligence artificielle, donc au sens, disons, de réseau de neurones. En particulier, si vous voulez, pour ceux qui voient un petit peu ce que ça veut dire, on utilise un algorithme d'optimisation qui s'appelle un algorithme du gradient stochastique. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Et en réalité, cet algorithme, dans les contextes dans lesquels on l'utilise pour les réseaux de neurones utilisés dans les algorithmes d'intelligence artificielle, n'a aucune raison de converger. Enfin, on ne sait pas, d'un point de vue théorique, prouver qu'ils devraient toujours converger. Or, ils convergent. Voilà. Donc ça reste aujourd'hui une question ouverte pour les mathématiciens qui s'intéressent à ce problème. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire il y a 50 ans, il n'y a aucun doute. Voilà. Mais ce sur quoi on insiste avec Anne dans notre livre, c'est pas tellement... Alors, on dit, voilà, oui, c'est un objet mathématique très intéressant. Mais la question, c'est le modèle économique et donc derrière aussi la politique et l'anthropologie sous-jacente à la manière dont ces algorithmes sont utilisés aujourd'hui dans les plateformes numériques et les logiciels du type chatbot, ChatGPT qui nous sont livrés. C'est ça qu'on questionne. Alors justement, vous apportez des réponses dans cet ouvrage. Alors vos réponses qui sont complémentaires mais différentes, enfin en tout cas sur deux sujets différents. Vous parlez beaucoup, Gaël Giraud, des communs, et vous parlez beaucoup, Anne, du participatif ou du contributif. C'est-à-dire que vous pensez que la réponse à ces utilisations par des entreprises ou des groupes de personnes de la technologie, c'est de passer par s'intéresser au commun ou s'intéresser au contributif et au participatif. Oui, oui, oui. Alors, moi, je peux éventuellement commencer à répondre un petit peu, mais disons que
En fait, là où la question des communs ou de la contribution, enfin, là où ces questions sont importantes, c'est qu'elles nous permettent en fait de voir qu'on peut transformer ces technologies pour les mettre au service d'un autre projet économique et politique. Et ça, c'était vraiment quelque chose, enfin, c'était un point sur lequel on souhaitait insister dans le livre, en disant que la technologie n'est jamais neutre, ce n'est pas un simple moyen, c'est notre milieu aujourd'hui. Et donc la question, c'est vraiment de politiser ce milieu technologique et de voir comment on peut, non pas en faire de meilleurs usages, mais comment on peut en avoir une politique plus intelligente, en fait. Donc notre idée, c'est de dire que l'alternative, elle n'est pas entre l'accélération technologique et le rejet de la technologie. Ça n'aurait pas de sens. Elle est dans la transformation de ces dispositifs technologiques pour les mettre au service de d'autres projets économiques, politiques, d'autres projets de société. Et donc, là où la question de l'économie contributive et de la contribution est intéressante, c'est parce qu'elle permet, si vous voulez, de fournir une réponse au risque de l'automatisation généralisée. Parce que le point, si vous voulez, c'est que quand vous transformez les savoirs en capital, vous provoquer, un processus de prolétarisation. C'est-à-dire que le savoir va être extériorisé dans un dispositif technique sous forme d'automatisme. Donc, par exemple, une machine-outil, eh bien, c'est l'extériorisation des savoir-faire de l'artisan dans la machine, l'artisan se voyant ainsi dépossédé de ses savoir-faire et devenant un ouvrier prolétarisé. C'est ce que décrit Marx, par exemple. Dans le cas du numérique, et des technologies numériques, des automates algorithmiques, eh bien, ce sont plus les savoir-faire qui sont extériorisés dans ces dispositifs technologiques, mais ce sont les savoir-vivre, comme on l'a vu tout à l'heure, et les savoir-penser aussi, qui vont être d'une certaine manière grammatisés, donc divisés en un ensemble de petites opérations discrètes et implémentées sous forme d'automatisme algorithmique. Et donc, le risque, si vous voulez, c'est un processus de prolétarisation généralisée. C'est le philosophe Bernard Stiegler qui emploie ce terme pour dire que finalement, ce sont plus seulement nos savoir-faire qui sont extériorisés et délégués à des machines, mais aussi nos savoir-vivre et nos savoir-penser. Et donc, l'économie contributive ou le paradigme de la contribution, si vous voulez, il consiste à dire que à ce stade du capitalisme et de la prolétarisation généralisée, eh bien, l'enjeu, c'est de valoriser les savoirs, en fait. Parce que les savoirs, nous allons en avoir vraiment besoin si nous voulons non seulement comprendre la nouvelle époque technologique qui arrive, et puis aussi se révéler capable de faire face aux crises écologiques, politiques, économiques. Bon, dans une période de transition, en fait, nous avons vraiment besoin de savoir. Donc l'enjeu de l'économie contributive, c'est de valoriser les savoirs. Et donc, ce qui est proposé pour arriver à une valorisation des savoirs, c'est de libérer le temps. Donc, le point, si vous voulez, c'est que grâce à l'automatisation, de plus en plus d'emplois vont pouvoir, en fait, vous allez pouvoir produire autant de richesses, mais avec moins de travail humain. Alors ça, évidemment, c'est questionnable parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un système d'intelligence artificielle suppose aussi une forme de digital labor, donc une forme de travail humain, évidemment, et c'est pas du tout négligeable. Mais par contre, on pourrait simplement se dire que on peut produire moins et diminuer notre temps d'emploi et répartir le temps d'emploi de manière plus équitable dans la population. C'était les propositions de André Gortz, c'était aussi les propositions de Bernard Stiegler, qui considèrent que l'avenir, si vous voulez, ne peut pas consister à rechercher le plein emploi parce qu'on va automatiser de plus en plus de tâches et que la question, ce n'est pas d'atteindre une espèce d'idéal du plein emploi, mais c'est de répartir mieux l'emploi au sein de la population et de libérer du temps pour les individus, du temps qui soit passé à développer leur savoir, à développer leurs capacités. Et là, il y a toute une réflexion aussi sur la richesse et les liens entre la capacitation, les capacités et la richesse. Vous savez que Amartya Sen avait fait des capacités le principe d'un des indicateurs économiques, d'un des indicateurs de richesse. Peut-être, Gaël, tu pourras en reparler mieux que moi, en disant que finalement, la richesse d'une société, d'une population se mesure aussi aux capacités, aux savoirs partagés par les habitants. Or, l'automatisation généralisée menace les savoirs, donc la question, c'est pas de savoir si les automates vont remplacer les humains, c'est de savoir comment
on imagine un dispositif économique qui valorise les savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre, les savoir-penser dans les populations. Voilà. Est-ce que ce temps libéré, donc pour contribuer au savoir, il peut aussi être utilisé pour participer au commun? Donc Oui, c'est ça en bien fait sûr. la complémentarité de vos deux réflexions. Oui, oui, tout à fait. Juste pour souligner ce que vient de dire Anne, qui me semble absolument fondamental, hein, vous voyez que libérer du temps pour, on pourrait dire quelque chose de l'ordre de la gratuité, qui permet au savoir être, vivre, etc., de naître de manière singulière et non prévisible, etc., c'est exactement le contraire de l'opération de la capitalisation qui consiste à geler l'avenir du capital parce que le capital doit rapporter le profit qu'on a anticipé. Et vous voyez que derrière cette opération de capitalisation, il y a une mainmise sur le temps qui va passer et au fond une privatisation de l'avenir des personnes. Si c'est nous le capital, ça veut dire, si c'est moi le capital, c'est-à-dire que mon avenir est privatisé par celui, le propriétaire du capital que je suis. Voilà. Et donc la proposition que mentionne Anne va exactement dans le sens contraire. C'est une proposition d'émancipation par rapport à cette menace-là. Et puis alors, vous avez bien raison de dire, ça peut servir à faire la promotion des communs, il y a dédié du temps aux communs, qui est un peu, disons, la structure juridique alternative à aussi bien la propriété privée, et quand on pense au capital, on pense d'abord à la propriété privée, mais aussi à la propriété publique. Parce que le capital, au fond, n'a pas nécessairement vocation à être du capital privé, il y a aussi du capital public. Et l'Union soviétique nous a montré ce que c'est qu'une société dans laquelle une bonne partie du capital disponible devient de la propriété publique, et ce n'est pas nettement préférable à la privatisation absolue du lien social. Et donc, les communs, c'est la voie tierce, qui n'est ni, on pourrait dire, le totalitarisme soviétique, ni la privatisation tous azimuts des postes libéraux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un type de propriété partagée à l'intérieur d'une communauté de gens. C'est pas tout le monde, c'est pas l'auberge espagnole. Hein. Donc, par exemple, les travaux de Elinor Ostrom sont très clairs là-dessus. C'est absolument indispensable que la communauté de personnes qui administre et prend soin d'un commun soit bien au clair sur qui fait partie de la communauté, à quelles conditions on y entre, etc. Bon. Et puis surtout, soit au clair sur les règles de décision, de discussion, sur la manière dont on va prendre soin du commun. Voilà. Et donc la grande question, je crois, et c'est ce qu'on dit dans le livre, hein, des plateformes numériques aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on recrée du commun numérique en utilisant la technique extraordinaire qui est la nôtre, qui est à notre disposition. Wikipédia, d'une certaine façon, est quand même une tentative de création d'une encyclopédie universelle qui fonctionne comme un commun, puisque tout le monde peut y contribuer, à condition d'avoir du temps libre. Voilà. Et c'est ça l'inouï, c'est qu'il y a beaucoup d'internautes finalement qui ont encore du temps libre aujourd'hui. Oui, on a l'impression que les plateformes nous prennent notre temps, quoi. Ah ben, c'est très clair, puisque tout temps de cerveau disponible doit pouvoir être utilisé pour être capitalisé et susciter du profit. Et donc voilà, Wikipédia, c'est une tentative de création d'un commun digital qui s'oppose en fait à, on pourrait dire, l'Encyclopédia Britannica, qui est elle, en fait, une encyclopédie publique, gérée par l'État. Voilà. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a moins d'erreurs scientifiques dans Wikipédia que dans l'Encyclopédia Britannica et beaucoup plus d'informations dans Wikipédia. Peut-être que le bas blesse quand même dans votre présentation ou dans vos théories, c'est comment l'individu gagne de l'argent. Alors est-ce que c'est le revenu universel, comme certains en parlent? Est-ce qu'on est riche d'autre chose? Enfin, il y a un moment, il faut bien qu'on se nourrisse, ou alors on change complètement de système et de modèle. Oui, oui, alors c'est tout à fait clair que l'idée, c'est d'imaginer des systèmes de financement aussi, des modèles économiques qui permettent de rendre ce type, on va dire, de principe viable. Donc là, on a fait différentes hypothèses dans l'ouvrage, dans la troisième partie. Donc l'économie contributive, si vous voulez, elle se base sur l'idée d'un revenu contributif. Alors le revenu contributif, c'est pas un revenu universel, c'est un revenu qui a vocation à rétribuer, disons, rémunérer des activités contributives. Alors vous allez me dire, mais comment et qui décide qu'une activité est contributive? Donc ça veut dire que ça implique aussi des institutions nouvelles au sein desquelles des citoyens pourraient décider de la valeur contributive ou non d'une activité. Mais ça, vous voyez, on ne peut pas en donner une réponse universelle parce que ça dépend aussi des localités, ça dépend des territoires. Sur tel territoire, une activité va peut-être être jugée comme étant fondamentale, alors que sur un autre territoire, ce ne sera pas celle-là qui sera jugée comme étant la plus fondamentale. Donc on peut penser à différents exemples. Moi, je donne dans la dernière partie du livre des exemples qui concernent
l'éducation et puis l'agriculture biologique, parce que j'avais travaillé dans un projet de recherche contributive où justement on essayait de mettre en place ce type de projet lié à ces secteurs-là. Gaël donne un autre exemple dont il vous parlera ensuite. Mais si vous voulez, dans ce cas-là, l'idée c'était de dire que par exemple, au sein des écoles, au sein des structures de protection maternelle et infantile, etc., on avait monté un projet pour réfléchir avec des chercheurs, des psychologues, des médecins, etc., à la question des effets des écrans sur les jeunes enfants et comment les parents pouvaient lutter contre ça, comment les professionnels de l'éducation, du soin pouvaient lutter contre ça et quelles étaient les nouvelles organisations sociales, les nouvelles pratiques thérapeutiques à mettre en place. Ce projet-là, dans un monde idéal, il aurait pu être désigné par une collectivité locale, par un groupe de citoyens comme étant prioritaire sur le territoire parce que les effets en termes de pathologie comportementale, psychique des écrans sont très dangereux pour les habitants et aussi coûteux économiquement, hein, parce que tout ça après ça a un coût. Et on pourrait imaginer que les citoyens se mettent d'accord sur le caractère contributif, c'est-à-dire utile pour le territoire de ce type de projet. Et dans ce cas-là, les personnes qui participent, hors de leur temps d'emploi, pourraient se voir attribuer un revenu contributif, par exemple. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi 1000 autres en fonction des territoires, en fonction des projets, etc. Mais, et sur la question du financement de ce revenu contributif, on a fait un certain nombre d'hypothèses dans le livre que Gaël pourra peut-être détailler. Mais l'enjeu, si vous voulez, c'est vraiment de penser une organisation sociale selon d'autres principes qui ne sont pas, comme Gaël le disait tout à l'heure, la captation du temps pour la consommation, mais au contraire la libération du temps pour la pratique de savoir. Et ça, c'est essentiel si on veut sortir de cette logique de capitalisation qui est celle de la plupart des plateformes numériques aujourd'hui, et ça nous permet aussi de renouer avec les principes qui étaient à l'origine de ces technologies numériques, c'est-à-dire la contribution, dans le cas du logiciel libre par exemple, et le partage des savoirs avec le web, les liens hypertextes, etc. Donc si vous voulez, nous avons avec ces technologies des perspectives pour réinventer aussi nos sociétés. Oui, vous voyez que dans ce que dit Anne, il y a un collectif qui se met ensemble et qui décide collectivement, selon des règles qu'il s'est données à lui-même, de la manière dont il va valoriser telle ou telle activité. Vous voyez que ça suppose en fait un discernement, donc une interprétation collective. Donc on est toujours... Ce qu'on essaie de dire, c'est... Et au fond, c'est un geste démocratique, hein. Il n'y a pas à tortiller, si je peux dire. Nous devons renouer avec le travail, éventuellement embarrassant, angoissant, d'avoir à délibérer entre nous sur ce qui compte vraiment dans notre société. Voilà. Et d'une certaine manière, la folie de la capitalisation du monde, c'est de croire qu'on pourrait échapper à ça, qui nous déshumanise complètement. Pour compléter un tout petit peu la réponse à votre question, dans le livre, on développe aussi quelque chose, je crois, qui est très amusant, qui est la valeur de Shapley. J'en dis un mot, parce que vous disiez, mais alors, en fait, qu'est-ce que ceci a comme conséquence du point de vue de la manière dont on gagne de l'argent? Alors, la valeur de Shapley, c'est un concept qui vient de Lloyd Shapley, qui a eu le prix Nobel d'économie, un théoricien des jeux américain, malheureusement décédé maintenant, qui est très utilisé en intelligence artificielle, dans la dite intelligence artificielle. Par exemple, supposez que vous ayez un algorithme qui vous identifie la probabilité que tel symptôme signifie qu'en réalité la personne qui souffre de ces symptômes a un cancer du sein, par exemple. Alors, ce que va faire l'algorithme, puisqu'il va traiter des millions de cas précédents, on va lui faire du learning, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre petit à petit à identifier correctement la pathologie, etc. Et la question qu'on va se poser, que se posent les concepteurs de ce type d'algorithme, c'est quel est finalement dans la batterie des symptômes qu'on a proposé à l'algorithme, celui qui contribue le plus, disons, au diagnostic final. Alors pour ça, on va retirer ce symptôme et on va refaire calculer la probabilité par l'algorithme du cancer du sein, par exemple, s'il n'y avait pas ce symptôme. Et on va faire ça pour tous les symptômes. Et en fait, celui qui fait baisser le plus la probabilité du diagnostic final, ce sera celui qui a contribué le plus, finalement, à ce diagnostic. Voilà. Alors ça, c'est l'usage qu'on fait de la valeur de Shapley en intelligence artificielle. Et en fait, on pourrait très bien imaginer, certains économistes l'ont fait, utiliser la valeur de Shapley comme mesure de la contribution de chacun, en fait, à la société.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, pour mesurer la valeur de votre contribution à la société, on va faire l'expérience de pensée qui est, que se passerait-il si vous ne travailliez pas? Et en fait, on a tous fait cette expérience de manière massive au moment de la pandémie, hein, puisqu'un certain nombre d'entre nous se sont retirés du travail. D'autres, on a vu, la société ne pouvait pas se passer d'eux, et ils ont été aux premières lignes, en dépit des risques épidémiologiques. Et donc, ce sont ceux-là, en fait, ces travailleurs invisibles, qui sont absolument indispensables à notre société et qui sont tels que si on les retirait du dispositif, notre société s'effondrerait, par exemple. Et on remarquera que le capitalisme, le libéralisme les rémunère très peu. C'est ça le paradoxe, c'est que ce sont eux qui sont les plus mal payés. Voilà. Alors, et parce que ça tiendrait plus. C'est ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que si on se mettait à bien les payer, en fait, le système ne tiendrait plus. Ah ben ça, c'est pas clair du tout. La valeur de Shapley, donc l'idée de Shapley, c'est de dire la valeur économique de la contribution de chacun, c'est ce que perdrait le système si on retirait cette contribution. Et donc, si vous pensez par exemple au plan Orsec, en cas de catastrophe naturelle sur une ville, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sauver un certain nombre de métiers indispensables à la survie de la ville. Alors, parmi ces métiers, vous n'avez ni star de foot, ni star de rock, ni trader, ni PDG de grosse boîte, etc. Vous avez les manutentionnaires des machines d'évacuation des eaux usées. Pourquoi? Parce que si ces machines tombent en panne, les eaux usées ne sont plus évacuées, et là c'est le choléra, ou bien une suite de pandémies dans la ville, et tout le monde meurt. Donc la première chose à faire, c'est de sécuriser la santé des manutentionnaires des machines d'évacuation d'eau usée. Donc en fait, ça veut dire que ces personnes-là, qui sont généralement sous-payées, ont une contribution au sens de la valeur de Shapley qui est absolument décisive. Voilà. Donc la question qu'on pourrait... Et alors, dernier point, avant de poser ma question, vous avez un certain nombre de résultats de théorie des jeux, notamment un grand théoricien des jeux, Jean-François Mertens, lui également décédé malheureusement, qui montre que la valeur de Shapley correspond très exactement aux résultats qu'on devrait obtenir si la société était vraiment organisée selon un marché complètement décentralisé, libre et flexible. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Et alors la raison, c'est quoi? Comment se fait-il que tous nos chantres d'une économie de marché se satisfont aujourd'hui d'égalité salariale et de revenus colossales et qui vont exactement à rebours de ce que recommanderait a priori la valeur de Shapley? La réponse, je crois, c'est que nous ne vivons pas du tout dans les économies de marché libres, décentralisées et parfaitement flexibles, mais dans des économies oligopolistiques de rente où vous avez un certain nombre d'oligopoles qui prélèvent une plus-value complètement indue sur le reste de la société et de nos économies. Voilà, et donc, un exemple d'application très claire des idées qui tournent autour de l'intelligence artificielle, c'est la valeur de Shapley. Je ne pense pas que demain matin, un conseil d'administration d'une grosse boîte va décider d'utiliser la valeur de Shapley, mais ce serait une expérience de pensée très intéressante de le faire. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne Alombert et Gaël Giraud pour cet entretien. Vous allez donc sortir un ouvrage qui a pour titre « Le capital que je ne suis pas ». J'espère que vous avez pu apprendre des choses, confronter une fois de plus vos réflexions aux réflexions qui ont été données, qui sont parfois très surprenantes, très, j'allais dire presque dérangeantes dans une doxa libérale ou néolibérale que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Merci beaucoup à tous. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport « La meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation ». Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.